Eh bien, donc, nous allons attaquer ce webinaire. Merci à tous d'être là, de vous être inscrits nombreux à cette conférence. Donc, j'ai le plaisir de vous accueillir. Je suis Sébastien Morteau. Je suis content stratégiste, responsable des contenus et des stratégies éditoriales à l'agence The Links. Et j'aurai le plaisir de présenter ce webinaire avec Clément Lepleu, qui est content manager à Bonjour. l'agence, et Jean Robineau, qui est directeur digital. Alors là, vous pouvez voir la différence entre les photos pré-confinement avec un petit peu moins de cheveux et un peu moins de kilos et, et le webinaire d'aujourd'hui. Et puis donc brièvement, je vais vous parler rapidement de l'agence. L'agence The Links, donc c'est une agence qui a 35 ans, qui est basée à Nantes et à Paris. C'est une agence de conseil en communication qui fait partie du groupe éponyme du groupe The Links, qui compte 200 collaborateurs. Donc une agence de conseil de communication avec plusieurs pôles d'expertise, du conseil en stratégie de marque, de la création, bien entendu, et puis des expertises complémentaires que sont toute une partie médiatisation, une partie UX et une partie contenu dont nous allons parler un peu aujourd'hui, avec une particularité, c'est qu'aujourd'hui, on a aussi une forte expertise digitale, mais qui n'est pas un pôle à part entière, mais qui est réparti dans l'ensemble des expertises dans une logique de cohérence. Donc pour le sujet d'aujourd'hui, petit préambule, cette logique de contenu, cette approche de contenu aujourd'hui, je pense que le nombre d'inscrits à la conférence en est le meilleur exemple, la meilleure preuve. Tout le monde est convaincu aujourd'hui que cette approche contenu est aujourd'hui stratégique. Et je pense que les quelques semaines que nous venons de vivre et la situation que nous vivons encore n'a fait que conforter cette importance d'une stratégie de contenu aujourd'hui dans un ensemble de mix communication. Pour nous, trois grandes raisons expliquent aujourd'hui pourquoi il est judicieux d'adopter une approche contenu. Les deux premières, vous les connaissez certainement. Donc la première, c'est que voilà, on est dans un contexte de publicité traditionnelle qui est jugée de plus en plus envahissante, intrusive, voire banale. L'approche contenu permet d'avoir, avec son côté plus user-centric, plus utile, plus serviciel, permet aujourd'hui de regagner la bataille de l'attention, de réintéresser les consommateurs en partant de leurs préoccupations. Et dans le climat de perte de confiance, de doute, où des discours un peu commerciaux, un peu plus agressifs vont être un peu moins audibles aujourd'hui, elle prend d'autant plus cette fonction d'attention et d'intérêt prend d'autant plus d'importance. La deuxième raison, c'est que à l'heure des réseaux sociaux et plus généralement dans un environnement où les nouvelles technologies ont modifié les parcours d'achat des consommateurs et leurs relations en marque, on ne peut plus prendre la parole que de façon ponctuelle lors d'un temps fort commercial. On ne peut plus s'inscrire dans une logique uniquement de campagne pour assurer une présence à l'esprit. Et là, on l'a encore vu aussi lors des semaines de confinement, à quel point les entreprises avaient besoin de ce lien permanent pour garder contact avec leurs consommateurs, au-delà des temps forts commerciaux. Donc ça, c'est deux raisons qu'on voit souvent quand on parle de contenu. La troisième, qui est un peu plus intuitive, que de plus en plus de personnes perçoivent, mais un peu moins formalisée, et qui est pourtant structurante dans une logique de construction de stratégie de contenu, c'est que le contenu est un capital qui vous appartient. C'est un vrai patrimoine, à la différence d'autres supports de communication. Si on doit prendre si on devait prendre une métaphore, l'une des différences majeures entre la communication traditionnelle et une approche contenu, c'est la même qu'entre un logement dont vous êtes locataire et un logement dont vous êtes propriétaire.
La location, ça peut être très confortable, très beau, mais ça va être une dépense à fond perdu et une dépense éphémère. Alors que le contenu, c'est un investissement qui, bien structuré, bien géré et bien placé, peut vous rapporter durablement, mais aussi rapidement. Et donc, c'est aujourd'hui sur cette dimension investissement, placement, cette dimension patrimoniale du contenu que nous allons exposer quelques grands principes et quelques clés de compréhension pour vous aider, on l'espère, à faire fructifier votre capital contenu comme on essaye de le faire pour nos clients. Avec ce webinaire se déroulera en 3 parties. La première sur la dimension objectif, pour revenir sur ce qu'on doit attendre ou ce qu'on peut attendre d'une stratégie de contenu et ce que ça a comme impact en termes de choix de format. Dans cette dimension d'efficacité et de rentabilité, une deuxième partie sur comment la façon d'aborder la production du contenu de façon durable et raisonnée pour gérer les économies de moyens à la fois financiers mais également de ressources humaines que peuvent demander les stratégies de contenu. Et une troisième partie sur qu'on appelle le contenu augmenté, qui porte sur la nécessaire synchronisation et les formidables effets de levier que peuvent avoir une synchronisation entre une stratégie de contenu et une stratégie média, entre une expertise contenu et l'expertise média. Et puis on terminera par une séance de questions-réponses. On essaiera de répondre le plus clairement possible aux questions que vous auront inspiré ce webinaire. Donc pour attaquer dans le vif du sujet, du contenu, pourquoi faire? Donc, et en sous-titre, demandez plus à votre contenu. La question, c'est que si on considère aujourd'hui la constitution d'un capital contenu comme un placement, ben, comme tout placement, l'une des principales questions à se poser, qu'est-ce que ça va me rapporter? Que dois-je en attendre? Alors, ça peut paraître basique, mais c'est vrai que très souvent, trop souvent, on aborde plutôt l'utilité du contenu sous le prisme du consommateur, de sa valeur d'usage pour les consommateurs. On va dire que le contenu, voilà, c'est à la fois, ça peut être une source d'information pour le consommateur, ça peut être une source de formation, ça peut être également une source de divertissement et enfin une source d'inspiration. Donc, tout ce niveau-là de ce prisme consommateur, il est fondamental dans une stratégie de contenu parce que c'est aussi ça qui va permettre de définir la tonalité, les thématiques à aborder pour les intéresser. Mais il s'agit d'un moyen, pas d'une finalité. Parce que sinon, on reste sur la logique de vous faites un beau cadeau à vos clients, vous allez travailler votre image, vous allez travailler votre référencement, c'est important, mais ça ne justifiera pas, si on n'a que cet angle de vue, ça ne justifiera pas l'argent et le temps que vous allez y consacrer. Il faut vraiment que le contenu serve les objectifs de votre entreprise. Donc à cette couche de valeur d'usage et cette logique de cadeau, il faut une logique d'intérêt. Voilà, on a souvent eu l'habitude de définir le contenu en disant il faut être intéressant avant d'être intéressé. Il faut être aussi intéressé. Il faut il faut pas avoir honte d'avoir quelques arrière-pensées parce que voilà, c'est tout simplement on est dans une logique d'entreprise. Donc l'utilité du contenu du point de vue de l'entreprise, c'est d'envisager le contenu avant d'envisager le contenu comme une stratégie éditoriale, il faut l'envisager comme une stratégie marketing. Pour être rentable, vos contenus doivent être vus comme autant de leviers qui vont contribuer à faire passer vos cibles d'une étape du parcours d'achat à une autre, avec trois grandes étapes, trois grandes familles. La première qui va être de générer une audience de qualité. La seconde, une fois qu'on aura généré cette audience, qu'on se sera constitué ce capital audience finalement, enfin en tout cas ça va être de la cultiver et de transformer en prospect, se transformer ensuite ce prospect en client. Et ça ne s'arrête pas là. Si on arrive jusque-là, c'est très bien, mais c'est probablement pas suffisant. Dans la durée, ça va être de fidéliser, de transformer nos clients en ambassadeurs. On va avoir
d'un côté, un contenu qui va capter l'attention de vos prospects, le sensibiliser à un sujet, une problématique pour le faire entrer dans le parcours d'achat. Un autre va prendre le relais pour vous positionner en tant qu'expert de référence au cours de la phase d'évaluation. Et puis, on aura d'autres contenus qui vont les convaincre dans la phase de choix de la pertinence de votre proposition. Tout ça, ça va donner cette logique d'objectif qu'on va fixer au contenu va avoir un impact important sur les formats. C'est-à-dire qu'à chaque objectif correspond des formats et on va avoir toute une palette. On a à nos dispositions toute une palette de formats et tout l'intérêt, ça va être de choisir ces bons formats. Et cette palette est riche et elle s'enrichit d'année en année avec l'émergence de propositions médias et c'est ça qui fait la richesse du contenu. Mais il faut que ça s'organise. Donc pour l'organiser, de façon assez schématique néanmoins, on va envisager cette palette de contenu sous deux axes. Un registre donc, qui va être sur un axe vertical qui va être des contenus les plus rationnels, les plus pragmatiques, mais également sur qui peut être aussi d'un registre émotionnel. Et puis sur l'autre axe, eh bien c'est là où on retrouve cette logique de parcours d'information, de parcours d'achat, qui part de l'attention et qui va aller à la conversion. Et sur cette palette de contenus, on va avoir des contenus qui sont plus du registre de la marque, qui vont être des contenus qui vont plutôt avoir comme dominante de fond des logiques de mise en avant de la marque et de ses valeurs. On va avoir des contenus, et c'est ce qui représente aujourd'hui le volume le plus important de contenu, de contenu, c'est cette logique user-centric qui va un peu moins mettre la marque en avant, mais plutôt mettre une approche solution et partir des centres d'intérêt ou des besoins du client auxquels on va apporter des réponses. Et puis, il y a un troisième niveau qui aujourd'hui prend de plus en plus d'importance, en tout cas qui était un petit peu délaissé ou un peu moins traité jusqu'à présent dans des logiques de contenu, c'est la logique produit. Pour avoir voilà, ce parcours complet, il faut aussi à un moment donné pouvoir au moment du choix, avoir des exposés clairs sur ce que l'annonceur propose. Et c'est aussi aujourd'hui une composante importante d'une logique de contenu. Et un capital contenu, au-delà d'une accumulation de contenu, c'est un parcours. Où ce sont plusieurs parcours en fonction de si vous avez plusieurs cibles qui vont vous permettre de capter vos clients ou vos prospects en amont du process pour les amener à la fin ou les faire rentrer à certains moments de ce process parce que voilà, tous les clients ne font pas forcément une approche linéaire. Donc l'idée, c'est de pouvoir avoir plusieurs axes de points d'entrée dans votre parcours d'achat. Si on prend comme quelques exemples en pratique des annonceurs qui nous font confiance et comment on aborde cette logique de parcours contenu, on va parler d'abord d'Harmonie Mutuelle, l'une des plus importantes mutuelles françaises qui fait partie aujourd'hui du groupe Vive. On travaille avec le marché des entreprises d'Harmonie Mutuelle et ce marché des entreprises a décidé d'utiliser une logique de contenu pour se repositionner, repositionner son offre, parce que voilà, on est dans un univers de mutuelle où il y a toute une phase d'équipement d'entreprises aujourd'hui qui sont toutes, pour des raisons légales, équipées en complémentaire santé. Harmonie Mutuelle a choisi de passer d'une approche contractuelle à une approche conseil, pour également donner à ses chargés d'affaires de nouveaux leviers de contact, tout simplement avec les dirigeants et les DRH sur des problématiques autour du risk management. Donc, si on reprend un peu la matrice, ça donne derrière un parcours assez riche
en termes de format, qui va partir plutôt en amont de logique d'observatoire, qui va enchaîner sur des articles de blog, des livres blancs pour créer du lead, et puis verrouiller derrière, en tout cas enfoncer le clou avec des témoignages de clients et des témoignages d'experts et également des démonstrations de produits. Créativement, ça, voilà, on va avoir un univers comme ça, donc avec des éléments en amont du parcours sur un observatoire de la santé au travail, des motions pratiques un peu plus orientées usage qui vont permettre de nourrir et d'attaquer sur les réseaux sociaux avec voilà 5 bonnes pratiques pour arrêter de fumer en entreprise, 5 bonnes pratiques pour aider à concilier vie pro vie privée. Derrière, ces mêmes sujets vont être traités de façon plus éditoriale sur un blog et le livre blanc à travers des articles génériques ou des articles plus pratiques. Et puis, comme on l'évoquait, des témoignages vidéo de dirigeants qui vont partager leurs bonnes pratiques et puis également des reportages sur les solutions spécifiques qu'Harmonie Mutuelle propose dans cette logique. Donc là, on a un parcours d'information complet à ce niveau-là. Autre exemple, Santé Claire. On reste un peu dans l'univers de la santé et de la protection santé. Santé Claire, c'est une plateforme de service qui accompagne les adhérents de nombreuses mutuelles sur des logiques d'optimisation de leurs dépenses de santé, une orientation vers la sélection de professionnels et d'établissements de qualité pour aider à faciliter les démarches. Et Santé Claire est confronté à un paradoxe, c'est-à-dire que beaucoup de services à des adhérents qui en bénéficient à travers la mutuelle gratuitement, mais des services dont les bénéficiaires n'étaient pas forcément conscients, enfin, ne savaient pas qu'ils pouvaient en bénéficier, ni d'ailleurs pas forcément conscients des besoins qu'ils avaient en termes d'orientation. Et donc là, le parcours d'information, qui est un peu plus simple en termes de format, pas forcément derrière en termes de volume de contenu, mais en tout cas en termes de variété de format, est parti sur une logique en amont de quiz qui permettait de mettre en voilà ici c'était sur urgence pas urgence quand est-ce que je dois aller à l'hôpital ou pas, donc on est sur une logique d'orientation avec une petite logique de notation, donc ça permet aussi d'accrocher les gens sur les réseaux sociaux, tout un corpus d'articles alimentés en permanence voilà pour continuer cette logique de prise de conscience avec un lien direct derrière avec les solutions proposées par Santé Claire. Hein. Encore une fois, hein, une stratégie de contenu n'est jamais hors sol. On est toujours en lien à un moment donné avec l'étape suivante du parcours d'achat, avec voilà, c'est un enchaînement vers au bout du compte une présentation de nos produits, nos services. Et puis aussi des arts décisionnels qui en fin de parcours pour ceux qui n'avaient pas encore basculé sur les solutions, peut aussi contribuer à aller vers les services. Donc on est vraiment sur une logique de drive to produit, drive to service. Voilà, on est sur quel que soit le niveau de la stratégie de contenu dans laquelle on se situe, on est focus sur ces objectifs et ces missions qui, bien entendu, se traduisent aussi en KPIs, mais on est vraiment sur des vocations et sur des missions qu'on doit attribuer aux différents formats de contenu. Alors bien entendu, une stratégie de contenu, c'est pas que le choix des formats, c'est pas que ce parcours de contenu, c'est aussi une ligne éditoriale qui va accompagner tout ça. Tout ça va être inspiré des personas, d'une étude assez précise des consommateurs pour savoir où exactement il y a des manques dans le parcours d'achat ou parcours client à régler pour passer à l'étape suivante, pour déterminer les thématiques, les centres d'intérêt. Mais si on reste sur le sujet de la conférence qui est autour de faire fructifier ce qui était le contenu, en termes de bénéfices, voilà. L'idée, c'est fixer des objectifs clairs et par rapport à ces objectifs, choisir les formats et les parcours d'information qui permettront de les atteindre. Et donc maintenant, je vais laisser la parole à Clément qui va aborder une autre notion, une fois qu'on a déterminé les bénéfices de stratégie de contenu. Eh bien, il y a aussi
La rentabilité, l'efficacité, c'est aussi travailler sur l'économie de moyens financiers et ressources pour mettre en œuvre cette stratégie de contenu. Et donc, je vais passer la parole à Clément qui va vous parler de ce sujet spécifique. Bonjour à tous. Alors, comme vient de le dire Seb, la stratégie, elle est posée. Elle va maintenant agir comme un filtre et déjà prioriser vos actions de production afin d'être efficace. Maintenant, qu'est-ce que c'est être efficace, vous allez me dire? Alors, comme vous pouvez le voir, on a déjà un peu donné quelques indices en appelant cette partie-là une production durable et raisonnée. Maintenant, c'est quoi une production durable et raisonnée? Et justement, on va essayer en fait d'y répondre. Et pour rappel, notre objectif, c'est vraiment de chercher à éviter les gaspillages de temps, d'énergie et même d'argent pour fructifier votre capital contenu, et ça selon 3 axes. Donc, dans un premier temps, on va chercher vraiment à cadrer votre production pour éviter toute dispersion. Dans un second temps, on va également chercher à répertorier vos contenus. L'idée étant d'avoir une vision globale de ce qui existe afin de définir vraiment vos forces et faiblesses. On va voir comment tout à l'heure. Enfin, le dernier point, ce sera vraiment d'aller chercher, on va chercher à recycler vos contenus. On évoque souvent l'approche, notamment slow content, le fameux produire mieux mais moins. Pourquoi pas envisager un produire du neuf avec du vieux, voire produire une fois et publier plusieurs fois. On verra comment. Pour l'instant, on va commencer par le cadrage de votre production. Alors, selon nous, il y a un élément essentiel, c'est vraiment le cadrage tactique en amont de la production. Je dis bien en amont, hein, et on va voir de quelle manière, afin de gagner en efficacité. Tout d'abord, l'idée, pour vous resituer, là, on est vraiment sur l'après-stratégie. L'idée étant d'avoir répondre aux questions d'ordre opérationnel que la stratégie n'a pas forcément évoquées, que ce soit aussi le futur comité ou futur copil qui va y répondre, ce n'est pas forcément leur rôle. Que ce soit quel calendrier de production, quel process de validation, quel suivi, quelle équipe, toutes ces questions qui sont un peu essentielles pour pas perdre de temps justement, et d'argent et vraiment d'énergie notamment. Et l'idée, souvent, on est confronté à ça. Attention de bien prendre ce cadrage au travers vos objectifs qui ont été mis en place par la stratégie et non pas par rapport à votre approche ressources. Si vous êtes fort en vidéo ou parce que vous avez des rédacteurs en interne, vous vous dites on commence la production parce qu'on sait faire, c'est pas la bonne manière de faire. Il faut vraiment garder en état sa stratégie en tête et aller vers l'essentiel qui a été mis sur la stratégie. Et d'ailleurs, on passe généralement vers une checklist en fait pour ce cadrage. Et bien évidemment, l'idée étant de mettre des process pour chaque partie de ce checklist. Et l'un des premiers éléments à vérifier, c'est la partie budgétaire. Personne n'aime que le budget soit dépassé, ça c'est une évidence. Et d'ailleurs, il est indispensable de vraiment définir les règles du jeu, que ce soit en termes d'aller-retour, de façon d'alerter, en cas de dépassement même. Et même, j'ai déjà été confronté à ça en avant-vente généralement et en après-vente, l'évolution des budgets médias à peut-être remettre en cause certains contenus, et on le verra notamment avec Jean tout à l'heure. Il est souvent pertinent de remettre vraiment en place des contenus en fonction de leur monétisation, parce qu'un contenu qui n'est pas monétisé a des fois peut-être moins d'intérêt à produire en priorité. Dans la même idée, l'approche équipe. Alors, quelle équipe pour mon contenu? C'est la question récurrente. Et en fait, la réponse, elle dépend. Elle dépend de quoi? Elle dépend de votre stratégie. Là, j'enfonce un peu des portes ouvertes, étant donné qu'on sait qu'une équipe contenu, c'est souvent un content manager. Je suis bien placé pour le savoir. Il y a une équipe de producteurs, donc de content producteurs, que ce soit un rédacteur, un vidéaste, etc. Des experts pour générer des briefs avec leurs informations, éventuellement des commerciaux et services clients qui sont ceux qui connaissent le mieux vos clients et vos prospects, logique. Mais il est surtout important d'identifier les parties prenantes du projet et planifier leur entrée dès le début. Je veux dire par là, moi j'ai déjà été confronté par exemple à, à générer des rédactions, des articles de blog et il fallait les illustrer. Maintenant, on a découvert qu'il y avait une charte graphique en cours de production. Donc l'illustration n'était pas forcément pertinente, étant donné qu'on était en décalage avec la cohérence de marque. Je veux dire par là, ouais, c'est un exemple parmi tant d'autres où il faut vraiment savoir qui vous allez intégrer dans votre équipe et ça dès le cadrage. Un autre élément important à définir, c'est ces fameuses instances. Là, j'ai évoqué tout à l'heure des comités ou des copiles, des kick-offs. Le terme marketeux, j'ai envie de dire, c'est pas très important. Ce qui est important vraiment, c'est de définir la récurrence, les personnes qui sont présentes et surtout de bien définir leurs ordres du jour. Généralement, on ne s'en sert pas pour faire des points d'échange. Les points d'échange, justement, ils arrivent en dehors des instances et que ce soit entre les différents protagonistes des équipes. Je veux dire, voilà, un comité, c'est déjà assez lourd, un copier, c'est déjà assez lourd. Donc, attention de bien réfléchir à comment vous allez travailler. Et nous, c'est vraiment quelque chose qu'on met, c'est une rigueur pertinente qu'on met là-dessus pour justement éviter de perdre du temps, tout simplement. Et justement, dans cette optique-là, les plannings,
il est hyper important de définir les étapes, notamment en fixant des étapes précises, des dates précises, pardon. Il faut préciser les livrables intermédiaires. Si on arrive à une V1, une V2, nous on évite les V3, V4, V5 parce que ça génère des frustrations tout simplement. Et même s'il y a une recette, imaginons que c'est pour un blog, pour une création d'une application, je ne sais pas. Attention, le recettage est souvent négligé. Et pareil, ça c'est dans le cadrage qu'on va vite l'intégrer dans cette approche-là. Enfin, les livrables, pareil, ça c'est normalement quelque chose qui est intégré, on sait tous dans la stratégie ce qu'on va livrer. Maintenant, il est important de bien faire attention à s'il n'y a pas de petites incompréhensions à ce sujet-là en amont de la production. Des fois, il y a certaines personnes qui se projettent d'une autre manière et pareil, de bien définir quel livrable et sous quelle forme. Alors voilà pour cette phase de cadrage. Forcément, encore une fois, j'enfonce un peu des portes ouvertes, mais pour nous, c'est vraiment essentiel de bien le travailler pour gagner en efficacité et en termes de production et dans un second temps pour capitaliser sur votre contenu. Il est d'ailleurs également nécessaire de répertorier vos contenus. Alors, pourquoi répertorier vos contenus existants? Je parle bien de ceux qui existent déjà. C'est vraiment pour avoir une vision globale de vos contenus et mieux le fructifier. Alors comment? Notamment à travers une smart grid qu'on va voir tout à l'heure, qui a un intérêt, c'est en fait un inventaire, mais un inventaire qui permet de trier votre contenu en ayant une certaine lecture intelligente au regard de votre stratégie. Et je dis bien que la stratégie est en amont de ce travail d'audit. Le but, c'est vraiment de détecter vos forces et faiblesses en déterminant en fait quel contenu vous allez prioriser à la production et notamment voir lesquels sont déjà pertinents, lesquels sont manquants, voir ceux qui sont réutilisables, voir ceux à harmoniser ou même évaluer la cohérence éditoriale du tout pour réussir vraiment à comprendre en fait concrètement ce qui va être les priorités à produire, les actions prioritaires. Donc voilà à quoi ça ressemble. Il n'y a rien de très, en termes de forme, c'est assez simple, comme vous pouvez le voir, c'est une grille à plusieurs entrées, avec notamment les formats, persona, état de parcours, thématique, ton et style. Donc là, c'est vraiment les éléments propres à une stratégie de contenu assez classique, comme l'a évoqué Seb. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment un objectif d'évoquer vos forces et faiblesses. Si par exemple, on voit que le persona Marie a peu de contenu, ou si la thématique prévention, pareil, a peu de contenu, c'est là où on va prioriser la production. Et ça, c'est vraiment une analyse de vos objectifs et selon vos besoins, regard votre stratégie, et mais aussi de mieux connaître votre capital contenu et de mieux l'utiliser, voire de le réutiliser. Et pour cela, on a un exemple qui est très concret qu'on a mis en place notamment avec la TAN. Donc pour resituer, la TAN, c'est un peu la RATP des Nantais. Et en 2017, on a mis en place en fait un live chat au cours duquel en fait les équipes de la TAN ont répondu à des questions des usagers. Ce qui a généré en fait une bible d'informations parce qu'on a eu plus de 200 participants par session. On a une grosse bibliothèque de dizaines de questions traitées ou à traiter. Donc on avait vraiment une mine d'or et qu'on a réutilisé derrière ça pour en faire une rubrique en fait sur le site de la TAN qui s'appelait le Bonjour la TAN. Et on a réutilisé en fait cette fameuse mise d'or pour répondre en fait à un objectif de proximité en donnant régulièrement de nouvelles réponses aux questions d'usagers sur la base du live chat. Comme là, formez-vous au conducteur à une conduite moins brusque. Je pense que tout le monde a connu cette problématique-là. Et même on a été un peu plus loin. Au lieu de recycler, on a surcyclé presque, en allant jusqu'à repartir de ces questions pour faire des contenus social media en fait. Là, vous pouvez le voir, on a autant un article, pourquoi il y a eu souvent 3 trames à la queue leu et puis plus rien pendant 10 minutes. On a une infographie aussi. Et la TAM fait de quoi pour la planète? Un sujet encore très actuel. Et chaud dedans, à quand la clim dans les bus? Cet été, je pense que ces questions-là vont pouvoir ressurgir et pourra peut-être être recyclées une nouvelle fois. Voilà, c'est en tout cas des sujets hyper engageants, car vraiment utiles pour l'usager. Et comme je l'ai évoqué un peu, là, j'ai parlé d'un certain recyclage du contenu. Je pense qu'en fait, nous, on va plus loin que ça. On parle de surcyclage de contenu. Alors, qu'est-ce que c'est le surcyclage? C'est pas très beau comme mot. En tout cas, c'est un terme qui consiste à revaloriser un objet d'une autre manière. Ainsi, la qualité devient supérieure à l'objet d'origine. Enfin, on l'a un peu piqué, voilà, de l'économie circulaire et c'est un petit raccourci, mais c'est une bonne manière d'exploiter au maximum votre capital contenu. Et en fait, dans cette optique d'efficacité, on pourrait penser comme ça qu'un même contenu peut être décliné sous différents formats intégralement ou par segment et vraiment réduire les temps et les coûts. Et ça, cette conception un peu multi-usage, on l'a dès le début de la production, on l'intègre très tôt. Et d'où l'intérêt aussi d'avoir une smart grid au départ pour se baser sur votre valeur ajoutée. D'ailleurs, on va rentrer concrètement dans une approche multi-usage avec notamment notre exemple avec KPMG Pulse. Qui est donc une offre d'accompagnement à destination des entrepreneurs TPE et PME. Dans un premier temps, on avait 2 interviews de 30 minutes, classiques, un expert sectoriel KPMG. L'objectif, à la base, ils voulaient en faire un article pour leur blog. Nous, on leur a dit, c'est intéressant, d'accord, mais on pourrait aller beaucoup plus loin.
D'abord, on a fait une infographie sectorielle avec des chiffres clés, les clés du secteur. On a fait le fameux article long, très SEO et très intéressant. Et on leur a dit justement, il est tellement intéressant qu'on peut peut-être en faire un guide pratique. Un guide pratique qui peut être téléchargé et donc créer du lead. Donc là, déjà, pour une approche contenu assez, si on repense sur les parcours, on dépasse un peu cette approche juste, je fais un contenu pour mon article, pour mon blog, pardon. On a été aussi plus loin. On a fait une version motion du guide pratique en question. Donc voilà, à la base, avec cette petite interview, on a 4 contenus. Dans le même exemple, toujours pour KPMG, on avait une approche cette fois avec un angle différent, une interview client de 30 minutes, pareil, où on a fait en fait un podcast de 5 minutes. Et comme vous le savez actuellement, le podcast est un format qui est très fort et très impactant. Donc, on s'est dit intéressant de miser là-dessus avec plusieurs épisodes. Mais l'idée, pourquoi pas aussi réintégrer les éléments de ce témoignage dans un retour d'expérience inséré dans le guide pratique. Donc là, on a vraiment cette logique d'optimiser, voire surcycler votre capital contenu. Et c'est de cette manière-là qu'on aborde la production. Alors, j'ai terminé justement un bref récapitulatif de cette phase de production, comme on l'aborde avec The Links. C'est vraiment une approche pré-production avec cette fameuse stratégie qui va travailler sur cette approche éditoriale, ce cadrage tactique hyper important pour vraiment pas perdre de temps dans la phase de production. Et cette fameuse smart grid qui va permettre d'avoir la matière première en fait dans notre approche efficacité et fructifier votre contenu. Et après, vous avez toute cette phase de production sur laquelle on n'est pas revenu aujourd'hui, parce que c'était pas vraiment la question. Je pense que vous êtes tous un peu à même de savoir comment ça se passe. Le seul truc sur lequel j'insiste, c'est ces fameux échanges qui sont hyper importants en dehors des phases. Maintenant, voilà, on va pas y revenir. Là, je vais plus laisser la parole à Jean, qui va évoquer en fait ce lien particulier qu'il y a entre contenu et médiatisation, voire ce super lien. Bonjour à tous. Alors, on est parti pour parler de contenu augmenté. Alors, pour illustrer ce qu'on appelle contenu augmenté à l'agence, j'ai choisi une image qui parlera essentiellement aux trentenaires qui ont eu l'occasion de passer quelques heures devant la télé et Dragon Ball. Alors, on a deux personnages. Chaque personnage, en fait, est un contenu d'un côté et le média de l'autre. Donc, quand on parle de contenu augmenté, en fait, on parle de la synchronisation entre le contenu et le média qui va amener une valeur complémentaire au contenu, le contenu augmenté. Alors, avant de parler de contenu augmenté, je voulais revenir sur cette notion de synchronisation. Pour nous, c'est quelque chose d'essentiel. C'est quelque chose qu'on essaie de cultiver au sein de l'agence, notamment dans cette dynamique de croiser les regards et les cultures. On a côté média une culture de la performance très forte avec du reporting, des chiffres, c'est logique de ROI. De l'autre côté, on a une culture contenu qui va être journalistique, donc attachée attachée au fond, et aussi une culture finalement publicitaire qui va être attachée à l'image, au message. Donc voilà, l'objectif, c'est vraiment de pouvoir croiser ces regards-là pour aller chercher de l'innovation, pour aller chercher une valeur ajoutée complémentaire. Deuxième point que je voulais évoquer avec vous sur le sujet toujours de la synchronisation, c'était cette importance de dépasser la seule coordination avec le SEO. Alors, le SEO, c'est primordial, on est d'accord. Cette approche-là, elle est vraiment essentielle pour l'efficacité, notamment de tout ce qui va être contenu produit pour des sites Internet. Pour autant, on pense que ce prisme du référencement naturel peut aussi conduire à des biais. On peut limiter les formes de contenu à cause de ça, c'est-à-dire qu'on va aller plutôt chercher du contenu qui produit du mot-clé à indexer. Et deuxième biais possible, c'est aussi qu'on va avoir tendance à produire des contenus presque plus pour les moteurs de recherche que pour les utilisateurs. Donc on va avoir des articles qui sont longs, répétitifs et pas forcément intéressants à lire. Voilà, donc ouais, petit bémol sur la question du SEO. Évidemment, c'est central dans l'approche contenu. Évidemment, c'est très bien que les rédacteurs se forment à cette dimension référencement naturel. Mais attention à ne pas être mono-axe, mono-orientation sur cette synchronisation entre le média et le contenu. Et dernier point, et c'est peut-être le plus important, c'est la vision budgétaire commune. Les arbitrages, ils sont forcément à faire en prenant en compte et le média et le contenu, puisque le fait de supprimer une action média va rendre potentiellement obsolète un contenu et inversement.
Donc, c'est vraiment très important de pouvoir travailler cette approche budgétaire avec vraiment les deux aspects d'une stratégie des moyens abordés. Alors, le contenu augmenté. Comment nous, on traduit ça au niveau de l'agence? Un contenu augmenté, c'est un contenu qui va être augmenté par sa forme. On parle de scénarisation, on parle de complémentarité des formats entre les formats qui vont être utilisés en médias et les formats qui vont être utilisés après en contenu pur. Deuxième point, c'est un contenu augmenté dans ses idées. Comment le média va créer de l'innovation, va créer des opportunités aussi bien dans la forme que dans la façon de communiquer. Et enfin, un contenu augmenté, c'est un contenu aussi qui va être augmenté dans son efficacité. Et donc là, on va vous parler de rendement supérieur grâce à cette synchronisation entre médias et contenu. Donc, premier point sur la forme, on a parlé de scénario partagé. Avant, c'était un peu ça, 2 salles, 2 ambiances, des formats médias qui clignotaient, des gros boutons d'action, voilà, des promesses de contenu géniaux. Et après, derrière, on basculait sur le contenu éditorial qui, lui, était voilà, un peu plus monastique dans son approche. Donc, en tout cas, il y avait vraiment, d'un point de vue scénario utilisateur, une certaine différence entre les formats médias et formats contenu. Là, aujourd'hui, l'idée, c'est de proposer un scénario utilisateur cohérent avec 2 séquences, une séquence média et une séquence contenu qui racontent exactement la même chose. Donc, évidemment, l'approche la plus simple dans cette logique-là, c'est de pouvoir avoir une dimension teaser dont la révélation va se passer sur le format contenu. Mais finalement, en fait, on peut aujourd'hui aussi arriver à une logique où il y a une seule séquence unique, où le contenu est et devient le format média. Et pour vous illustrer ça, je vais vous parler de ce qu'on a pu faire pour Crédit Mutuel Equity. Donc, c'est la filiale capital investissement du groupe Crédit Mutuel Alliance Fédérale. Donc, c'est des gens qu'on accompagne depuis des années et dont la communication est très fortement axée autour du contenu, puisque l'objectif est de mettre en avant les porteurs de projets que Crédit Mutuel Equity accompagne plutôt que de valoriser la marque en tant que telle. Donc ici, c'est un exemple d'interview vidéo avec le dirigeant de Voyageurs du Monde. Et donc, on a donc médiatisé ce contenu-là et de manière classique, on a utilisé le pré-roll, un format pré-roll, donc une vidéo que vous pouvez skipper sur YouTube. Et en fait, on a travaillé sur 2 formats pré-roll. On a travaillé sur un format teaser de 20 secondes, donc qui disait attention, on va vous présenter un contenu super, et après derrière ça renvoyait vers la vidéo complète. Donc ça c'était le premier format, et le deuxième format c'était un format long de 6 minutes 42. Et en fait, ce qui a mieux fonctionné d'un point de vue expérience utilisateur et expérience de marque, c'était le format long, puisque le format teaser de 20 secondes, on avait un taux de complétion de 61%. Donc pour vous expliquer ce que c'est le taux de complétion, c'est le pourcentage finalement d'utilisateurs qui a regardé la vidéo entièrement. Donc on avait 61% des utilisateurs qui avaient regardé un format 20 secondes entièrement. Et à côté de ça, on avait la possibilité, avec un format plus long de 6 minutes 42, d'obtenir un taux de complétion de 40%. Donc le taux de complétion est évidemment moins bon que le format teaser, mais si on regarde le ratio entre temps passé devant la vidéo, voilà, on a un format long qui finalement a été intéressant. Donc là, c'est le format qu'on a privilégié. Donc on a arrêté de faire le format teaser, on a mis le maximum de budget sur le format long. Donc là, il y a une problématique évidemment de qualité de ciblage, mais aussi on voit que finalement la frontière entre ce qui est du média et ce qui est du contenu est beaucoup plus floue, et que finalement, si le ciblage est bien fait, si la qualité intrinsèque du contenu intéresse les gens, on peut se retrouver aussi avec des fenêtres médias qui deviennent des fenêtres de contenu à part entière. Deuxième aspect, donc quand le média nourrit le contenu, donc là on est plutôt sur cette logique de synchronisation, d'apport, de passage de relais. Nous, ce qu'on a noté, c'est que les opportunités médias stimulent la création de nouveaux formats, de contenus ou de mécaniques narratives.
Donc évidemment, les plateformes médias proposent de l'innovation et c'est autant de contraintes nouvelles qui vont créer de l'innovation, qui vont créer des nouvelles façons de raconter des histoires. Deuxième point, c'est la diversification des thématiques éditoriales. On en a parlé tout à l'heure, la dimension SEO-centrique nous emmène souvent dans des registres très sémantiques. Quand on parle de stratégie de contenu, le fait de se dire le média me donne aussi aujourd'hui des nouvelles opportunités va nous obliger à travailler des nouveaux registres éditoriaux pour nous différencier. Et c'est aussi des registres sur lesquels on va pouvoir faire des tests pour sortir de cette logique purement sémantique. Alors pour illustrer ça, je voulais vous parler d'un exemple qui n'est pas récent et qui n'a pas été fait de l'agence, mais voilà, moi c'est un exemple que j'adore. En tout cas, c'est un format de contenu que j'ai beaucoup apprécié et que je continue d'apprécier. Je vais vous parler du compte Instagram La Minute Culture. Donc là, on est typiquement sur cette notion d'innovation à travers le média, puisque sur cette chaîne, enfin sur ce compte Instagram, l'auteur présente des grandes figures de l'histoire de l'art sous forme de story. Donc pour la petite histoire, en fait, Camille Journeau qui anime cette page a commencé en fait simplement à publier en fait sa visite d'un musée à Rome en mettant des petits commentaires ludiques et en faisant des blagues. Et c'est en voyant l'intérêt de ses amis sur ses publications qu'elle a décidé de partir sur ce format story. Donc on est sur des formats très ludiques, mais donc ça typiquement c'est un contenu à vocation pédagogique qui a utilisé une opportunité média pour réinventer une narration, pour réinventer en fait une façon de présenter les choses et finalement une forme de contenu à part entière. Donc là c'est vraiment du média que vient la créativité dans la production de contenu. Le deuxième exemple que je voulais évoquer, on est toujours dans le partenariat avec Crédit Mutuel Equity. Donc il y a quelques années, en fait, on a eu l'opportunité de monter un partenariat avec Les Échos. C'est un partenariat un peu spécial puisque c'est pas uniquement du deal de visibilité, mais c'est vraiment un partenariat éditorial. Puisque l'ensemble des contenus qui sont proposés à travers ce partenariat sont alimentés et par Les Échos et par l'agence et Crédit Mutuel Equity. Le bénéfice de ça, au-delà de la dimension visibilité et du crédit, c'est que notre stratégie de contenu, elle a évolué vers une tonalité plus journalistique. Là où avant on produisait les contenus nous-mêmes, en fait, ce partenariat a élargi finalement le panel de tonalité et d'approche éditoriale de ce qu'on pouvait proposer auparavant. Et enfin, toujours dans cette logique d'enrichissement par les opportunités médias, à travers ce partenariat-là, on a pu aussi tester des nouveaux formats éditoriaux, des avis d'experts, des infographies, des reportages. Donc c'est finalement le média et ce partenariat-là qui nous a ouvert vers d'autres perspectives en termes de stratégie de contenu, avec des résultats évidemment très intéressants. Donc voilà, c'est cette logique de média qui devient contenu, c'est de croiser des mondes entre ces supports médias et les stratégies de contenu. Ça apporte en général vraiment des valeurs ajoutées très intéressantes. Dernier point, c'est la notion d'efficacité. Donc j'ai voulu illustrer avec cette petite animation. Donc là, il faut imaginer que le panier, ce sont vos objectifs, que le ballon, c'est votre belle stratégie de contenu. Et souvent, voilà, on peut partir vaillant avec plein de bonne volonté, mais si on n'a pas l'impulsion qui est donnée par le média, on va avoir du mal à atteindre les objectifs. Alors, quand on parle de rendement garanti grâce à la médiatisation, comment on y arrive? La première chose pour nous, c'est de donner les mêmes objectifs aux médias et au contenu. L'uniformisation des KPI va permettre d'aligner les experts sur un objectif commun. Voilà, ce qu'on peut constater souvent sur des dossiers, c'est le média fait son job, on a fait tant d'impressions. De l'autre côté, on a le contenu qui dit non, mais nous aussi on a fait notre job, on a un taux de complétion sur la vidéo qui est bon, on a un temps de lecture sur le site qui est bon. Voilà, en fait, chacun finalement va prêcher pour sa paroisse et va se retrancher derrière ses propres indicateurs. Là, l'idée, c'est de mettre tout le monde sur un pied d'égalité pour que
vraiment, les deux approches servent un objectif client, un objectif business. Deuxième point, le rendement garanti il va passer aussi par une politique de test and learn. Alors, test and learn, souvent, voilà, on va le trouver, cette logique-là, dans tout ce qui est média, web marketing. On va aussi le trouver sur tout ce qui est approche UX, ergonomique, avec les tests AB notamment. Là, l'objectif, c'est d'appliquer ça de manière transversale au contenu et aux médias. Donc, on va tester des formats, on va tester des thématiques. Et c'est une fois qu'on aura les indicateurs terrain, les données chiffrées, qu'on va pouvoir lancer les productions de masse. Donc, pour vous illustrer, en fait, pardon, cette dimension-là, je voulais vous présenter un cas. Donc, c'est K-Line, qui a un réseau d'experts. Alors, K-Line, c'est le numéro 1 des fenêtres à lui en France. Et donc, ces gens-là ont un réseau d'artisans experts, donc les experts rénovateurs. Donc, ça devient presque une marque réseau. Donc, c'est des gens qu'on accompagne sur la totalité de leur stratégie digitale. Et notamment, on a une brique contenu qui est assez importante, qui repose sur 2 piliers. Le premier pilier, c'est les reportages vidéo, donc une approche assez qualitative avec le journaliste Stéphane Thébault de la Maison France 5, qui vient voir et des experts K-Line et des clients pour voilà, présenter toujours des choses très orientées autour du conseil à l'utilisateur. Ça, c'est le premier pilier. Deuxième pilier, c'est les articles. Donc, plutôt là, dans une logique d'optimisation du site et du référencement naturel. En fait, associé à ce contenu-là, on a un dispositif média qui multiplie les formats. Donc, on a du display programmatique, on a du native ads, du référencement payant, du référencement naturel. Enfin, tout ça est assez classique finalement. Ce qu'il est un peu moins, c'est que on a un seul critère pour jauger de la pertinence de ce dispositif, c'est les leads, donc la génération de contacts pour les artisans. Alors, on peut partager un même objectif. En fait, pour aller vraiment plus loin, il faut être capable de pouvoir créer une relation de confiance entre l'agence et l'annonceur, et c'est le cas aujourd'hui sur K-Line, puisque finalement, on a décidé avec le client de ne plus finalement avoir un silotage des actions, mais vraiment avoir une approche globale. Et voilà, on est tous autour de la table et j'aurais tendance à dire que cette synergie, elle va au-delà de la relation média et contenu, puisque on l'applique aussi quand on active les expertises SEO, quand on active les expertises techniques pour les optimisations sur le site. En tout cas, voilà, on est tous d'accord pour un seul objectif qui va être celui de la génération de contacts et tout le monde tire dans la même direction et tout le monde travaille de concert pour pouvoir aller chercher ces objectifs. Donc voilà, cette notion de rendement, elle est très importante. On va aussi le retrouver, alors là, c'est l'exemple KPMG Pulse, on en a parlé tout à l'heure, donc l'expertise comptable, enfin l'activité d'expertise comptable de KPMG, dans la logique de test and learn. Donc, pour KPMG Pulse, on a une stratégie de contenu qui est très ambitieuse et notamment qui tourne autour des secteurs d'activité. Donc, on a 18 thématiques sectorielles à couvrir. Donc, vous avez une liste sur votre gauche qui n'est pas exhaustive. Le choix qui a été fait en termes de déploiement, c'est de sélectionner 5 thématiques témoins pour pouvoir agréger en fait de la connaissance utilisateur, agréger les statistiques et en tirer des enseignements, notamment sur les formats. Donc, ces 5 thématiques témoins ont été déclinées sur les 5 formats qu'on envisageait. Et à partir de là, donc là, aujourd'hui, on est dans cette phase-là. À partir de là, l'idée, c'est demain de pouvoir élargir à l'ensemble des thématiques sectorielles, mais en ayant les enseignements préalables des formats qui vont le plus fonctionner. Donc, peut-être que sur les 5 formats qu'on avait prévus initialement, on va en retenir que 2 ou 3 au moment où on va décliner sur l'ensemble des thématiques. Donc voilà, cette approche test and learn aussi dans le déploiement, c'est comme ça que le rendement va être assuré et c'est comme ça que les investissements médias contenus vont pouvoir apporter le meilleur retour sur investissement. Alors, on va revenir à la question qui a été posée initialement, c'est comment faire fructifier le capital contenu de votre marque. Donc, vous l'avez compris, pour nous, il y a 3 points. Le premier point, c'est replacer sa stratégie de contenu dans une logique de parcours utilisateur. Donc, parcours utilisateur qui va tenir compte des objectifs des utilisateurs et des objectifs business
de votre marque. Deuxième point, on est là plutôt sur le registre de la production, c'est surcycler votre patrimoine existant. Donc, vous avez, comme on l'a vu pour la TAN, parfois des mines d'or, des trésors cachés dans vos contenus, et pas uniquement dans vos contenus type article. Hein. Des fois, c'est des contenus et c'est de la matière que vous allez retrouver ailleurs. Tout ça, c'est une grande richesse pour pouvoir construire votre contenu demain. Donc, dans cette logique d'efficacité, de rendement, c'est très important de pouvoir faire cette indexation du patrimoine et avoir une approche très smart de la lecture de cet existant. Et enfin, dernier point, le rendement va être assuré grâce à la synchronisation avec le média. C'est vraiment cette synergie qui va amener le plus d'efficacité à votre stratégie de contenu. C'est ça qui va apporter l'élan nécessaire pour aller chercher vos objectifs, pour atteindre vos objectifs. Donc voilà, ces trois piliers-là, pour nous, ce sont vraiment les clés qui vont travailler le contenu, le capital contenu de votre marque. Voilà pour notre présentation. On va passer sur le temps de questions-réponses et je vais redonner la parole à Sébastien pour les échanges. Alors, donc, je vous propose de poster vos questions dans le chat. Je pense que ce sera le plus simple. Et mes camarades vont me retranscrire vos questions et après, je distribuerai la parole pour les réponses. Et s'il y a peu de questions, n'hésitez pas également à partager vos retours sur ce webinaire dans le chat. Ça nous permettra d'optimiser nos discours et d'être encore plus efficaces et plus clairs pour une prochaine fois. Merci. Quel est l'exemple de la technologie utilisée pour réaliser le chat ? Alors je pense que c'est cette question, c'est sur la question de l'exemple du live chat de la TAN. Alors, on est une question très très technique. Hein. Alors de mémoire, c'était un prestataire qui s'appelait Livevy, qui est spécialisé dans le live chat. Alors ça, c'était une technologie qui était utilisée il y a 3 ans. Je pense que si on devait aujourd'hui retravailler cette logique de live chat, il y a probablement d'autres technologies qui ont émergé. Alors là, avec ce qu'on a vécu pendant le confinement, je pense que les technologies permettant l'interaction avec un grand nombre de personnes ont bien évolué. Donc, je pense que probablement que si on devait refaire ce type d'exercice, on l'aborderait différemment avec des choses peut-être plus participatives avec de l'écran. Voilà. Mais ça, c'est une question très technique. Vous avez remarqué que certains formats sont plus efficaces sur certaines thématiques. Alors pour KPMG, Pulse, enfin en tout cas de manière générale, alors c'est un petit peu tôt pour tirer les enseignements du choix des formats. Ce que l'on pressent néanmoins, c'est qu'on va avoir on a un format comme le podcast ou le témoignage audio auquel on croit beaucoup. Alors pas forcément en termes de volume de consultation, parce qu'on le positionne, on va le positionner plutôt en fin de parcours dans une logique de rassurance. Néanmoins, c'est un format qui est intéressant parce que c'est un format qui a on va dire, le côté vrai, le côté humain d'un format média. Mais c'est beaucoup moins cher à produire que de la vidéo. Et ça va permettre aussi derrière, si jamais on se rend compte que ce format fonctionne bien dans notre parcours, de pouvoir le déployer. C'est-à-dire que dès le départ, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on teste des formats, mais dès le départ, on s'est positionné dans une logique de production de volume. Et donc, avec les formats qui ont été choisis, ce sont des formats qui sont à la fois économiquement viables sur des grands volumes, mais également absorbables.
par l'annonceur en termes d'implication et de réalisation. Donc, une stratégie de contenu ne dépend pas essentiellement de ce que l'annonceur est capacité de faire. Après, c'est un équilibre entre ce qui peut être produit en interne et ce qui peut être partagé. Néanmoins, voilà, c'est toujours un arbitrage, un équilibre entre des impératifs stratégiques et des impératifs de moyens. Et aussi d'endurance. Parce que là, une stratégie de contenu, ça s'aborde dans la durée. Donc, il faut pouvoir garder un petit peu de souffle pour pouvoir tenir. Quel budget faut-il prévoir pour une PME? Utilisez-vous des plateformes pour la curation? Alors, la liste des budgets, c'est un peu compliqué à aborder. Ça dépend de beaucoup trop de choses. Alors, si, je parlerai pas de budget, c'est un peu compliqué. Néanmoins, ce qui est important de se dire, c'est que on peut commencer le contenu avec un peu de contenu. C'est-à-dire que l'idée, c'est d'avoir un contenu socle. Si on le fait de façon assez maligne, ce contenu socle, ce contenu pilier, va pouvoir être découpé en plusieurs types de contenus. Et avec le même travail au départ, on va pouvoir tenir justement dans la durée. Voilà, un livre blanc va pouvoir. C'est notamment une stratégie qu'on a adoptée pour Harmonie Mutuelle. On a un livre blanc qui est quand même une masse assez conséquente de contenu, mais qui a un support et dans lequel on va aller prendre des articles qui vont aller nourrir un blog, qui vont aller nourrir les réseaux sociaux. La curation, ça peut être intéressant, mais c'est vraiment, je pense aujourd'hui, j'ai le sentiment que c'est assez anecdotique. Pourquoi? Parce que c'est pas du contenu qui vous appartient et c'est pas du contenu qui reste chez vous. C'est-à-dire que la curation, vous allez renvoyer votre audience vers d'autres supports. Donc ça peut être intéressant dans une logique, voilà, si on a une densité de publications importante ou éventuellement pouvoir interagir avec d'autres médias qui vont eux-mêmes relayer vos posts, mais occuper l'espace avec uniquement la curation, ça sert pas à grand chose en fait, parce que voilà, vous maîtrisez pas la ligne éditoriale ou peu, et puis derrière, ça reste pas chez vous en fait. Vous faites quitter vos clients de votre propre parcours d'information. Une question sur le podcast. Quelle audience faut-il atteindre dans un podcast et quel budget de médiatisation nécessaire? Alors sur les podcasts, alors on est encore au début des podcasts. Alors il faut bien différencier deux choses, hein. Il y a le podcast au sens émission qui va être publié sur une plateforme de podcast avec tous les codes des formats radio. Et là, au niveau de la monétisation, il y a différents niveaux. Vous pouvez travailler avec du parrainage d'autres podcasts. Vous pouvez travailler avec derrière de la monétisation plus traditionnelle. C'est un peu plus, c'est encore en calage de cette technologie. Et puis vous avez dans le contenu audio qui est au même titre qu'une vidéo ou qu'un article, du contenu qui peut être sur vos propres plateformes et sur lesquels vous travaillez une intimité particulière, mais sur vos espaces. Pareil, en termes de volume, on peut avoir des podcasts qui vont durer 1 heure, hyper marqués en termes de sound design, etc. Et là, moi récemment, j'ai vu des boîtes de production qui proposaient en production des podcasts à 10 000 euros. Et derrière, il faut imaginer qu'on a à peu près la même chose en termes de monétisation. Néanmoins, vous avez aussi sur des formats plus courts, et ça sur des formats ou des choses qui commencent, qui en termes de prix de podcast, en termes de production, on peut être à 2 000, 2 500 euros, ce qui est beaucoup moins cher qu'une production vidéo. Mais après, en termes de monétisation, en sachant qu'on est quand même sur des cibles plutôt CSP+, il faut à peu près, mais c'est un peu valable pour l'ensemble des stratégies de contenu, être sur une enveloppe après 50 en production de contenu, 50%
en médiatisation. Après, ça, c'est de l'amorçage. Parce qu'une fois que vous avez créé votre audience derrière, et c'est l'intérêt du podcast, ce qui est une logique d'abonnement, ces budgets médias vont être moins forts au fil du temps. C'est aussi ça l'intérêt quand on parle de capital contenu. Là, il faut donner une impulsion. Et derrière, après, vous faites rentrer, vous créez une audience qui va être elle-même ambassadrice de vos contenus. Et donc, les impératifs en termes de médiatisation sont un petit peu différents. En tout cas, ou alors, il faut les réorienter sur d'autres supports. On va prendre une dernière question. Donc, oui, une dernière question. Une fois publiés, les contenus peuvent tomber dans l'obsolescence, nouvelle réglementation, nouveaux produits. À quelle fréquence faut-il faire le tri dans les contenus accessibles? Alors, ça dépend. Alors, ça va dépendre. Bon, sur les réseaux sociaux, les contenus, les contenus, l'obsolescence, elle est assez rapide. Sur la logique de retraitement des contenus. Alors, il y a des contenus qui forcément vont complètement être obsolètes parce que la réglementation change. Donc là, en fait, là, il n'y a pas de rythme. Hein. C'est simplement le vrai rythme, c'est le changement des réglementations et puis l'évolution des nouveaux produits. Après, faut aussi avoir en tête qu'un contenu peut être mis à jour. Je prenais en début de conférence, on prenait l'image du logement qui vous appartient. Un patrimoine, ça peut changer. Hein. Vous pouvez faire la déco. Hein. Et de la même manière, le contenu, vous pouvez le réaménager, supprimer une partie ou prendre un petit bout. Le supprimer mais ne garder qu'une partie du contenu. Donc voilà. Après, c'est d'où l'importance d'avoir effectivement, comme l'évoquait Clément, des grilles d'inventaire et classement qui vous permettent de voir un suivi des thématiques, des dates de publication et d'aller jeter un petit coup d'œil de temps en temps pour voir si ça marche. Mais un contenu, si je prends le cas de Crédit Mutuel Equity, les témoignages de dirigeants sont un peu plus vocation est un peu plus obsolète, enfin un peu plus à tourner un peu plus parce que voilà, l'actualité des entreprises évolue. Les regards d'experts peuvent durer 2-3 ans parce que sur une thématique, si on prend un peu de recul, il y a des thématiques d'actualité, mais il y a des thématiques plus génériques. Donc c'est un peu pareil ici, c'est un peu compliqué de répondre à la question de façon très schématique, mais un contenu peut facilement vivre 2-3 ans si de temps en temps on le dépoussière et on lui redonne un petit coup de peps. Donc, nous allons mettre fin à ce webinaire aujourd'hui. J'espère que voilà, vous avez eu plein de petites choses à picorer pour vous éclairer sur vos propres stratégies de contenu. Bien entendu, on est à votre disposition, l'agence est à votre disposition si vous souhaitez discuter d'un projet contenu ou poursuivre cette conversation. Et puis, espérons vous donner rendez-vous pour un prochain webinaire prochainement. Merci à tous.